Maroni présent. Baranagina. Bérard Mathieu. Ordonnance Martin. Moussaba Mohamed. Castro Patrick, représenté par Mohamed Moussaba. Combe Gilles. Tactique de Pérou Alexandre. Delon Mousseline. De la Gourmand Martine. Moufrat Monique. Elias Manuel. Fromantin Philippe. Gage Gabriel, représenté par Cathy Waro. Gani Gisèle. Gava Chantal. Guillaume Claudie. Waro Cathy. Lavaille Chantal. Yoré Philippe. Massacri Joël. Mélina Annick. Robin Philippe. Sadi Julie. Tatiboué Pascal. Ici Joël, représenté par Tito Pérou Alexandre. Vincent Daniel, représenté par Combe Gilles. Thierry Marie. Isabelle Joséphine. Je vous propose Cathy Moreau comme secrétaire de séance. Sur le procès-verbal du président conseil, vous avez des remarques? Oui, moi c'est du tout. C'est bon? Oui, c'est la page 28. Voilà. Monsieur Robin nous a parlé des actions qui avaient été faites au niveau du STEG. Bon, c'est très bien. Par la suite, monsieur le maire, vous lui avez posé la question à savoir combien d'économies avons-nous fait, et monsieur Robin donc a répondu, ça, je n'en sais rien. Ça serait bien que ce soit noté. D'accord. Merci. D'autres remarques? Avec cette remarque-là, donc je considère que le procès-verbal est adopté. On va écouter les enregistrements pour savoir si... Oui, non. C'est vrai que je m'en souviens. C'était une plaisanterie comme ça. On écoutera les enregistrements. Oui. Ça l'a fait plaisir. Alors les décisions donc, que j'étais amené à prendre, c'est le serpent de mer concernant la restauration de l'église de la Madeleine. Vous avez vu donc ces circonstances exceptionnelles et non prévisibles, particulièrement l'accident de travail pour un salarié d'entreprise de sel et des organismes l'abonnement du chantier. La date prévisionnelle de fin des travaux a été repoussée au 2 novembre 2018. Vous avez peut-être remarqué que les travaux n'étaient pas encore finis. Alors, je peux en parler un peu, puisque là, quand même, maintenant, on a eu l'accord de l'inspection du travail, donc les travaux vont réellement reprendre la semaine prochaine, lundi et lundi. Et peut-être seront-ils finis, seront nous promis pour le 3 décembre. Donc on va sûrement faire son entrevenant de prolongation. Il est Chantal Gavard. Donc, la première délibération concerne le conseil municipal des enfants. Ah, sur la liste. Serge. Oui, ça marche. Oui, moi je voudrais juste faire un point sur la réglementation concernant les avenants, ce qu'on appelle maintenant les modifications de marché. Dans votre décision, vous indiquez que le lot numéro 1 a été en augmentation de 9,78%. Donc par rapport aux deux derniers textes qui sont en vigueur concernant les marchés publics, c'est-à-dire l'ordonnance de 2015 et le décret 2016, et l'article 1414-4 du CGCT qui dit que tout avenant supérieur à 5% devrait passer devant la commission d'appel d'offres dès lors que le marché initial a été passé devant cette commission d'appel d'offres. Ce qui est le cas, puisque la commission d'appel d'offres a été saisie le 14 mars 2017. Donc logiquement, vous auriez dû passer cet avenant qui dépassait 5% cumulé, puisqu'il y a eu l'avenant numéro 1 et l'avenant numéro 2. Non, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait que le seuil de 5% était terminé à 15%. Non. Donc,
Non, 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 non. Non, non, vous ne pouvez pas faire, enfin, vous pouvez même monter jusqu'à 50%. Mais le seuil, ben, c'est quand même le Code général des collectivités territoriales qui le dit quand même. Hein. Et j'ai si vous voulez, je peux vous le donner tout de suite, monsieur le maire. Donc voilà, donc il me semble que bon, il vous manque encore un peu de la réglementation. Ok, merci. Création de la commission extra-municipale pour mettre en place un conseil municipal des enfants. Vous voulez finir? Donc, il est proposé donc de créer la commission extra-municipale chargée de mettre en place un conseil municipal des enfants et bien évidemment d'inscrire son fonctionnement. Ah, pardon. Vous m'entendez, non? On est enregistré. Ah, pardon. Donc, il est proposé de mettre en place la commission extra-municipale pour mettre en place un conseil municipal des enfants et d'inscrire son fonctionnement dans des orientations éducatives. Donc, comme vous avez pu lire la note, le projet associera bien évidemment l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs au premier rang, tout d'abord les parents, ensuite les partenaires associatifs et les acteurs pédagogiques et éducatifs des différents groupes scolaires. Voilà. Tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant. Donc là, je vous demande d'accepter cette démarche afin de créer ce conseil municipal des enfants. Voilà. Il sera composé évidemment d'élus et de citoyens bénévoles. En ce qui concerne le nombre d'élus, nous vous proposons 5 élus de la majorité, 2 élus pour agir pour Haute-Rive et 1 élu pour Haute-Rive-Ville-Sereine. Voilà. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous proposer candidat. Sachant que la commission se réunira assez rapidement d'ici la fin de l'année. Merci. On donne le nom ce soir. Ouais, si vous voulez, ça sera fait. Julie Sabli et Baronati. Je préférais en discuter avec Joël, si ça vous dérange pas. Ça me dérange pas. D'accord. Tout téléphone. Pour le. En fait, Autrement, s'appelle Joséphine, Borda, Martine, Elias Manuel, Terrier Marie, Tatibo et Pascal. Y a-t-il des questions, des remarques? je me vote. Non, je Oui, vote. vas-y. Ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Le deuxième point concerne la modification portée à l'article 13 de la Convention d'occupation précaire du bien public avec Oxygène Concept. En fait, suite à de mauvaises entrées, des ressources nettement inférieures à ce qui était prévu, la société Oxygène Concept m'a demandé de pouvoir être un peu par rapport à ce qu'elle devait payer, donc 6 000 euros, d'avoir une réduction possible. Alors, on a étudié ces comptes et on a vu qu'effectivement sur l'année 2018, ces entrées n'avaient été que de 32 411 euros, ce qui correspond. Donc si on fait 10% de cette somme-là, ce qui était possible, si jamais il dépassait les 30 000 euros, elle devait payer 10% de cette somme-là. Donc je vous propose de réduire à 3 000 euros, exceptionnellement pour l'année 2018, la redevance de la société Oxygène Concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a une baisse de 30%? Ouais, ce qui m'avait expliqué lui, c'est qu'en fait, c'était pas ce mois de juillet, d'une part, il était très très chaud, donc ça n'incitait pas déjà à sortir, et puis il y avait la Coupe du Monde de football qui a attiré beaucoup de monde devant les écrans, plus que dans les... L'année prochaine, il n'y a pas la Coupe du Monde de rugby. Non, elle est décalée en septembre, il n'y a pas de souci, c'est en dehors des vacances. D'autres questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient.
4 abstentions. Je vous propose ensuite une motion en faveur du conseil départemental de Haute-Garonne à la demande de son président. Alors, je vais la lire quand même. Nous avons récemment appris par voie de presse la volonté présidentielle de réfléchir à la transposition du modèle lyonnais en Haute-Garonne. Une telle décision, si elle devait avoir le jour, entraînerait un transfert de compétences du conseil départemental vers Toulouse Métropole sur le territoire de cette dernière. La suppression de l'institution départementale sur le périmètre métropolitain, elle serait substituer un département résiduel, un département amputé d'une partie de ses ressources, de ses moyens et de sa capacité d'action en matière de solidarité humaine et territoriale. Cette situation est inenvisageable tant le conseil départemental doit remercier par son soutien au service public de proximité, par l'offre d'ingénierie publique qui déploie en proximité des territoires et plus largement par l'ensemble des dispositifs et des projets qui mettent en place pour accompagner tous les territoires haut-garonnais selon leurs spécificités et leurs besoins. Dans notre seule commune, le département accompagne de nombreux projets essentiels au confort de l'île industrielle, l'image nationale du stade Marcel-Soulan et pour le tennis. Nous savons que le département agit au quotidien dans un souci de dialogue et d'écoute constant en faveur du développement équilibré de nos territoires. Nous savons aussi que son action auprès de nos concitoyens, que ce soit dans l'accompagnement social ou en faveur des collégiens, pour ne citer que ces exemples, qui ont une tradition identique dans les petites communes rurales comme dans la métropole toulousaine. En Haute-Garonne, l'action du département est donc fondamentale pour assurer l'égalité des chances des citoyens sur l'ensemble des territoires urbains, périurbains, ruraux et de montagne. Nous sommes convaincus que ces territoires, dont la diversité forge l'identité et la richesse, ont un avenir commun qui doit s'écrire dans la complémentarité, la solidarité et le partage. Le transfert des compétences du conseil départemental vers Toulouse Métropole vient de mettre en péril l'équilibre déjà fragile entre tous ces bassins de vie haut-garonnais. Par ailleurs, dans un contexte insécurisant de dotation de l'État, de réforme de la fiscalité locale, avec la suppression de la taxe d'habitation, de complexification du nombre des règlements, notre souhait est de pouvoir agir au sein d'une organisation territoriale afin de stabiliser. De ce point de vue, la remise en cause du département serait pour nous un nouveau facteur d'incertitude. Fort de notre attachement aux services départementaux, à l'action de ces agents et aux politiques publiques initiées en faveur du développement des territoires, je vous propose de manifester dans l'intérêt de notre commune et de nos concitoyens notre opposition et notre décision de transposer le modèle lyonnais en Haute-Garonne en votant notre soutien dans le conseil départemental fort, continuant d'agir dans son périmètre géographique actuel et soucieux de l'avenir de tous les territoires. Y a-t-il des commentaires? Pouvez-vous nous donner la teneur du modèle lyonnais? Parce que voter sans connaître les tenants et les aboutissants, c'est un peu difficile. Le modèle lyonnais, c'est très simple, c'est-à-dire que la métropole de Lyon a pris toutes les compétences du département et donc agit comme un département et il reste un département résiduel pour le reste du territoire. Il y a un argumentaire qui dit que c'est néfaste. C'est néfaste pour le territoire résiduel. C'est votre avis? Oui. La question à se poser par rapport à cette question de modèle lyonnais et sa transposition au département de Haute-Garonne, c'est qu'en Haute-Garonne, la métropole finalement ne couvre qu'une partie, à peu près la moitié, en termes de surface du département. Et que donc le département résiduel, à contrario de ce qui se passe dans le Rhône, serait vraiment d'une étendue importante, avec souvent des communes de petite taille, qui n'ont pas forcément aujourd'hui des moyens, des communautés aussi, notamment au sud du département, qui ont des ressources assez faibles. Et c'est pas du tout la même chose que de construire, de transférer toutes les compétences avec Toulouse, qui attire quand même une grande partie des richesses de notre département en termes d'emploi et en termes de ressources, puisque la principale ressource du département, et vous le savez, c'est les droits de mutation, et que du coup on se retrouverait avec une inégalité, alors que depuis de nombreuses années, c'est justement la solidarité territoriale avec le département qui a permis à des communes un peu plus pauvres, et notamment tout le sud,
de continuer à garder une attractivité, à se développer. Donc c'est en ça qu'on n'est pas du tout sur une transposition possible sur notre territoire. Et qui vous dit que la métropole n'amènerait pas aux territoires ruraux et les territoires ruraux à la métropole, qu'il n'y aurait pas d'échange? Où c'est écrit ça, qu'il n'y aurait pas cet échange? Oui. On peut parler d'échange, bien entendu, mais la question principale, c'est la question financière, puisque l'accord qui pourrait être conclu entre la métropole et le département, disons, ce qui s'est fait d'ailleurs déjà sur un transfert de compétences, puisqu'il y a déjà eu des transferts de compétences entre le département et la métropole. Et la première rate, effectivement, les conventions financières sont respectées, mais par contre, rien ne permet, dans le cadre législatif actuel, de les figer. Et donc, rien ne dit qu'au bout de quelques années, effectivement, les ressources qui, dans un premier temps, seraient réparties sur le reste du territoire, ne resteraient pas sur le secteur de la métropole. Vous avez la certitude de ça? Disons qu'aujourd'hui, C'est écrit quelque part, ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est écrit dans les textes? eh bien, aujourd'hui, il n'y a rien qui fige le dispositif financier qui permet de faire un système de péréquation entre les deux secteurs. Donc si vous en avez trouvé un, on cette motion est une motion politique et nous, on ne peut pas se positionner tant qu'on n'a pas toutes les informations. Non, mais c'est vrai qu'elle est très politique, mais... Elle est très politique. Non, mais attendez, en fait, cette proposition de métropole qui prendrait les compétences du département, elle n'a pas été proposée qu'à Toulouse, elle est aussi proposée à Lille, à Nice et à Bordeaux. Et vous savez que les autres aussi le refusent. Alors, donc c'est la politique, c'est Juppé, Esposi. C'est pas... Elle n'a rien de socialiste, moi, en fait. C'est simplement... Même si ça n'est pas écrit, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que dans d'autres domaines où effectivement la métropole peut avoir la main, et notamment le domaine de l'emploi, je peux vous dire que les moyens, si dans un premier temps la politique de la métropole avait été de dire nous allons répartir les moyens sur le territoire et nous donnerons les mêmes moyens au territoire périphérique qu'à la métropole aujourd'hui, et je peux vous en témoigner avec des exemples précis. Nous savons pertinemment que l'argent est mis essentiellement sur la ville de Toulouse et quelques autres villes périphériques qui ont une activité économique importante. Et par contre, les petits territoires, eux, ont les miettes qui restent, c'est-à-dire qu'en termes de budget pour monter les prestations, pour apporter de l'aide aux demandeurs d'emploi, puisque c'est le cas de l'emploi, il ne nous reste plus grand-chose et on est obligé de solliciter d'autres prestataires et d'autres financeurs pour pouvoir mettre en place des choses. Donc voilà, l'inquiétude que l'on a, c'est que ça ne devienne pas la même chose pour tout. Tout simplement. Et ce n'est pas forcément politique. Et puis faire de la politique, c'est pas forcément un gros mot. Parfois on peut faire de la politique sans que ça soit politicien. Pas un conseil municipal. D'autres interventions? Alors pour cette motion, donc, qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Le reste est pour. Décision, modification numéro 1 du budget communal. Donc on a été amené à prendre cette décision, d'une part, à la demande de la trésorerie qui nous a demandé de basculer une subvention qui avait été obtenue pour passer le cinéma numérique de 32 400 €, qui était en fait une avance remboursable. Alors remboursable, je vais le préciser, remboursable en fonction des recettes des avant-premières. Et donc, et là, la trésorerie a jugé que ça devait entrer dans notre dette, en fait, et passer donc en investissement. Donc, vous voyez que ça passe les 32 400 €, donc, qui passe de la ligne 673 verso à la ligne R 16 878. Ensuite, donc, le remboursement, justement, qu'on a, ce remboursement, donc, qui figurait donc en recette
au R773 de 7 000 €, il passe également au D16 878, donc en dépense. Le remboursement, vous voyez, ça fait 4 ans, on a encore remboursé 5 000 €. On a vu à ce rythme-là, 30 400 €, on ne va pas les rembourser encore, mais bon. Pour l'instant, on ne demande pas autre chose. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, donc l'autre, on a rajouté 23 000 € à la ligne D6558, donc, qui correspond à la subvention pour l'école privée, puisqu'on avait provisionné que 130 000 €, on a été amené à verser 153 000 € au dernier conseil. Et ensuite, on a aussi 10 000 € donc, pour le CCAS, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a un personnel qui est mis à disposition du CCAS par la commune, donc la subvention est augmentée d'autant pour que le CCAS puisse nous rembourser son salaire. Voilà, alors. Donc, en diminution de crédit pour le versement à la section d'investissement dans le 27 400 €, correspond à la différence entre les 30 400 et 5 000. Et on a rajouté en recette donc 23 000 € dans les dotations, dans la dotation nationale de péréquation, puisque là, en fait, on a obtenu une somme plus importante que celle qui était prévue dans le budget, mais on ne savait pas au moment où on avait établi le budget, donc on a en fait 23 000 € de plus cette ligne. Voilà les explications donc, de cette DM numéro 1. Vous avez cité tous les chiffres, sauf les 10 000 € d'augmentation de crédit de recettes, remboursement sur rémunération du personnel. C'est avéré ou c'est une écriture pour pouvoir ouvrir les crédits de dépenses au CCAS? C'est avéré? C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va rentrer ou c'est... C'est de l'argent qui va rentrer, on va le verser au CCAS en subvention, et donc il rentrera bien sûr, puisque la personne est mise à disposition. Non, c'est pas ça, je parle de la sincérité de la recette. Est-ce qu'elle sera réelle ou c'est une ouverture de crédit de recette? Les 10 000 € sont une approximation, effectivement, sur le salaire des 2 mois de la personne, à charge comprise. D'accord. D'autres questions? On passe au vote, donc qui s'abstient, qui est contre d'abord, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Alors on a ensuite des admissions en non-valeur à passer, la demande de la trésorerie, donc c'est un cumul depuis de 2008 à 2017 de petites sommes. Et petites sommes, ça fait finalement 1 000 €. Bon, 1071,18 €. À partir du moment où la trésorerie ne fait plus le travail de recherche pour être payé, ça revient plus cher que ce que ça rapporte dans tous les cas. Vous en êtes d'accord donc pour cette addition en non-valeur? Il y a des votes contre, des abstentions, à l'unanimité. Bon, c'est pareil pour le budget de l'eau, où nous sommes de 338,27 €. Une question? Je vais voir qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors, la subvention exceptionnelle pour le centre social de foyer, donc, on en a déjà parlé, donc, le dernier conseil, puisqu'il y avait des modifications de l'attribution de compensation de la commune, suite au transfert de la compétence jeunesse. Donc, le rapport de la CLET avait acté une retenue de 75 015 €. Donc, cette somme devait être versée au foyer par la communauté de communes. Donc, et après prise en compte des résultats de l'année 2017, cette somme a été ramenée à 61 247 €, donc il y a une différence de 5 768 €
que la communauté de communes ne versera pas au foyer, donc, et en compensation, donc la commune va bien sûr les verser, puisqu'elle le récupère en attribution de compensation. Y a-t-il des questions? Marie, tu participes au vote? Alors, qui est pour? Merci. La subvention exceptionnelle suivante pour l'association collective cordiale, c'était donc, on s'était engagé auprès de cette association pour qu'elle assure la restauration pendant la fête de la musique sur le quartier Saint-Paul. Il y avait une manifestation donc, à la fois de l'Union musicale haute-rivaine et de la chorale d'Haute-Rive. Et donc, il y avait un repas prévu pour toutes les personnes qui avaient joué et chanté. C'était au nombre de 100, et c'était prévu pour 6 euros. C'était engagé pour 6 euros pour le repas. Et donc on demande de verser une subvention de 600 euros pour cette manifestation. Oui. Quelle était la subvention au BP? Merci. Et cette association, elle a été déclarée depuis quand? Chantal? Vous le mettez à côté. Donc le collectif cordial existe depuis 2016. Pardon, j'ai pas compris votre question. Ah, le comité, l'association. L'association collectif cordial existe depuis janvier 2016. D'autres questions? D'accord pour cette subvention? Merci. Là, c'est une complication aussi donc, sur. Vous savez que donc, la PVR dite de la Lignasse, quelque chose qui date depuis 2007. C'est PVR, participation pour voiries et réseaux. Les terrains, donc chaque fois qu'un terrain était vendu, il y avait une somme qui était versée donc, de 18 € par mètre carré à la commune qui s'engageait à faire toutes les voiries et tous les réseaux. Monsieur Nieto, qui a acheté un terrain de 400 mètres carrés, devait verser donc 7 200 €. Et en fait, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé puisque le branchement électrique n'a pas été fait par la commune. Et c'est lui qui a fait ce branchement. Et donc, il demande d'être dégrévé de cette somme-là correspondant à ce branchement qui aurait dû être donc à la charge de la PVR. Pour une somme de 1700, c'est 1730, il y a eu le 41, il n'y a pas 40 en fait. Il y a eu une erreur de transmission. 1730, il n'y a plus de 41. Y a-t-il des questions? Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité aussi. Alors pour l'électricité, donc il y a eu une mise en concurrence pour les tarifs bleus et les tarifs jaunes. On a adhéré au dispositif d'achat du groupe de l'UGA. Et donc le lot 5 pour les tarifs bleus a été obtenu par Direct Énergie. On suppose qu'il y aura un gain moyen de 11% par rapport à l'actuel. Et le lot 7 pour les tarifs jaunes aussi Direct Énergie avec un gain possible de 16%. La durée du marché est de 3 ans. Et ce marché donc débutera au 1er janvier 2019. Y a-t-il des questions? Je me vois donc qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. L'éclairage public de la RD 820, qu'est-ce qu'il fait? Alors, nous avons passé en conseil municipal 6
juin 2018 une demande du SDEC concernant une étude qu'on avait faite sur l'ensemble des éclairages de la RD 820. Donc suite à cette étude, il y a une étude technique qui a été faite. Il s'avère nécessaire de remplacer 7 éclairages publics complets au lieu de 2 qui étaient prévus initialement. Des dégradations, des accidents, des diverses choses qui se sont passées en tout temps. Donc tout ceci pour dire qu'il y a une économie d'énergie en remplacement de 71%. Donc là, je vous l'ai dit, je vous l'assure, c'est marqué. Et par rapport à ceci, donc, on augmente le total des travaux, on passe de 41 250 € à 62 196 €. Donc c'est pour ça qu'on repasse en conseil municipal pour annuler en place cette délibération. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires. Je ne tourne pas trop, pour vous, c'est bon. Nous, on voulait juste savoir pourquoi on passe par emprunt, pourquoi on ne prend pas sur fonds propres. Bonne question. Voilà. En fait, bon, le SDEC, en fait, fait des appels qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas exactement au moment où on fait la dépense. Et donc, sur la ligne correspondante, on était un peu limité, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va nous être appelé. Donc, c'est pas un problème de trésorerie de la commune, c'est simplement pour cette ligne-là, pour ne pas dépasser la ligne. Maintenant, je dois dire qu'on a beaucoup hésité. Et si on peut le prendre, en fonds. Est-ce que vous pouvez nous donner le 515, puisqu'on vous l'a demandé, qu'on ne l'a pas eu? Non. Oui. Ouais. Je ne l'ai pas en tête. Enfin, il y a plus de 12 000 €, vous avez cette information. Donc je souhaiterais préciser par rapport à ce que j'avais dit au dernier conseil municipal. Donc avec cette délibération, je ne sais pas si on passe au vote d'abord. Non, on va passer d'abord au vote, mais je dis donc on va le prendre en fonds propres. On va le prendre en fonds propres, hein, si tout le monde est d'accord. Donc je mets au voix pour la dépense en fonds propres, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Donc par rapport à ce que j'avais précisé l'autre fois concernant l'ensemble des travaux du SDEC, on en arrive avec cette nouvelle délibération avec 62 196 € de travaux en plus. L'ensemble de ces travaux, ça fait 207 015 € de travaux. Et la part du SDEC, on a 129 300 € de subvention du SDEC. Voilà. On est à peu près à 62% en gros de subvention que l'on a eu du SDEC. Et là encore, je précise qu'il y a 71% d'économie d'énergie sur ce projet, mais sur l'ensemble des travaux, je ne peux pas vous fournir de pourcentage d'économie, puisque se rajoutent à ces travaux, par exemple, pour la sécurité routière, les radars pédagogiques qui, eux, bien sûr, n'ont pas de pourcentage d'économie. Donc, à ce jour, je ne peux pas vous dire un pourcentage d'économie sur l'ensemble des travaux, combien vont être réalisés, parce qu'il y a quelques travaux comme ça qui n'amènent pas d'économie. Disons que si vous travaillez en collaboration avec le service économie d'énergie, cette personne serait à même de vous donner le montant. Par projet, par délibération, vous avez ce montant et ce pourcentage d'économie par projet. Nous en sommes actuellement à 10 délibérations du SDEC. Donc c'est avant tout, nous cherchons, au travers du travail qui a été fait d'ailleurs par l'agent en charge sous votre responsabilité, nous avons cherché à renouer contact avec le SDEC et à trouver des sources à la fois d'économie mais aussi de subventions. Et les chiffres que je vous donne, c'est 207 000 € de travaux, 129 000 € de subventions. Voilà. 10 délibérations au conseil municipal depuis janvier. On passe à la suite. Donc, pour clarifier les choses, donc, du moins en partie,
a décidé de la mise à disposition d'un agent de CCAS, il s'agit de l'assistante sociale. L'agent concerné a donné son accord. Et donc c'est passé à la CAP qui a mis un défavorable le 18 octobre 2018. On propose donc de mettre à disposition de l'assistante sociale au CCAS et d'autoriser à signer la convention de mise à disposition de tous les actes nécessaires. Y a-t-il des questions? Pourquoi l'assistante sociale? Pourquoi pas l'agent administratif? Et Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat, ce que je peux vous dire. c'est-à-dire? Mais parce qu'il faut l'accord de la personne et on n'a pas encore. On va espérer bien l'avoir. D'accord. Et les agents qui travaillent ponctuellement pour le CCAS? Et le fait que ce ne soit pas passé en CCAS et que c'est... Oui, ça passe au conseil d'État. Oui, et fait 1er novembre, vous allez maintenir ça? Oui, fait oui. le 1er novembre. Parce que la CAP a donné un avis favorable, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je crois me rappeler que la préfecture avait décidé sur le mois de septembre pour régulariser, c'est ça, monsieur? Oui, donc, vous savez, la préfecture, elle donne des dates qu'elle ne respecte pas elle-même non plus. Si tant est que l'agent, le deuxième agent, l'agent administratif ne donne pas son accord, est-ce qu'il y aura un autre agent qui sera sollicité pour prendre sa place? On prendrait à l'occasion. C'est quand même évasif comme réponse. À l'occasion. Mais oui, mais vous dites si elle ne donne pas son accord. Ah, parce que là, vous arrivez à trouver une solution pour la moitié du personnel, et donc les remboursements se feront comment? Que soit la moitié du personnel. Actuellement, oui. Alors 10 000 € pour 2 mois pour un agent, ça fait cher l'agent. C'est charges comprises. Oui, même charges comprises. Alors, excusez-moi, si charges comprises les marges à 5 000 €, donnez-moi un poste d'assistante sociale tout de suite. Non? Vous savez que c'est un budget, c'est des sommes qui sont arrondies. C'est vraiment pas important. Là. Oh non, non. Oui. Quand même, la mise à disposition, alors je tire des sources du centre de gestion 31. Bien d'accord. Hein, donc la mise à disposition doit faire l'objet d'une information préalable. Donc là, on se retrouve encore, parce qu'on a demandé la convention, on nous demande, vous nous demandez dans votre note de synthèse d'autoriser le maire à signer la convention qu'on a eue sur table. Ben, nous, on a eu la chance, merci M. Vignal, de l'avoir un peu plus tôt, mais on l'a sur table à 8h30. Le CCAS n'est pas informé. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup, même si c'est pas grave. Donc, d'accord pour cette mise à disposition ou pas? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Cela dit à notre décharge, je vous rappelle qu'en CCAS, cela dit à notre décharge, je vous rappelle qu'en CCAS, c'est vous-même qui aviez proposé que les personnes du CCAS, donc vous étiez informés. L'ensemble du personnel. Oui, mais oui. Vous étiez informés. Là, soyez honnête. Alors, Je l'ai demandé des années. Oui, soyez honnête. Voilà. Moi, je l'ai demandé depuis des années. Oui, voilà. Les 4 ans que vous l'avez demandé et que vous ne l'avez pas obtenu. Donc, il y a eu une progression. en 6 mois, vous avez obtenu déjà plus de la moitié. 10 mois. Déjà. Modification du tableau des effectifs. Donc, c'est suite à un avancement de grade. Je propose d'ouvrir un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet et de supprimer en même temps le poste de rédacteur. Des questions? De quelle manière l'avancement de grade? Alors là, ça a été subventionné.
en fait, parce qu'elle va être pas loin de la retraite. Donc, Ok. Avis du CT, il n'y en a pas? avis du CT. Il y en a, Oui. Je passe un, c'était. Ok. Et quel service? Ah oui, C'est la comptabilité. ok. Ensuite, donc, recrutement des personnels contractuels. Ah, il faut voter quand même. C'était tellement sûr. Alors, c'est bien ou pas bien, pour votre point de vue. Donc, il faut quand même voter, oui, qui est contre et qui s'abstient pour ce poste, donc, de rédacteur principal de deuxième classe. Donc, à l'unanimité. Sur le recrutement du personnel contractuel, alors, on propose un poste d'adjoint technique pour 8 heures. En fait, c'était, en même temps, il y a la suppression du poste de 15 heures en bas. C'est une personne qui était embauchée pour 15 heures, mais qui en fait s'est trouvée prise de cours et devait assister des cours en même temps le vendredi, donc elle ne pouvait plus faire l'animation le vendredi, donc elle a demandé à ce qu'on réduise son service de 15 heures à 8 heures. Le poste d'adjoint d'animation à 35 heures, donc, c'est un poste qui est créé donc, pour une personne qui, à la fois, enfin, il est créé jusqu'au 28-02 parce qu'en fait, il est en remplacement d'une personne qui est en disponibilité, qui assurait d'une part la BCD, le samedi la médiathèque, et en plus quelques heures aussi d'animation dans je ne sais pas, dans l'école. Je pense que c'est à Michelet, je ne sais pas si. La BCD, c'est à Michelet. Voilà. Et ensuite, un poste d'adjoint d'animation à 19,75 heures, c'est pour le remplacement de la personne qui va conduire la navette. On en avait déjà parlé, qui avait ouvert un poste à 35 heures et qui faisait en fait sur 35 heures, il y avait 35 heures, mais c'était un mi-temps sur la communauté de commune et un mi-temps sur la commune. Des questions sur ces ouvertures de poste? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, comme chaque année, on propose donc le versement d'une prime exceptionnelle, entre parenthèses dite de Noël, pour les agents qui n'avaient pas droit à la prime donc, de 1 000 €. Et c'est pour les agents qui sont dans le cadre de dispositifs de contrat aidé ou de contrat d'apprentissage. Je ne sais pas combien de personnes ça concerne, mais je pense 10 ou 12. Y a-t-il des questions? Donc c'est de prime de 260 €. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Première modification du PLU. Donc, toujours dans la suite des démarches entreprises pour effectivement réaliser la modification du PLU qui permet l'ouverture à l'urbanisation d'une zone de AUF qui va servir à l'extension de la zone d'activité. Donc, suite à la réunion des personnes publiques associées aux remarques qui ont été faites par les services de l'État, il était nécessaire de reprendre une délibération qui notamment exprime la motivation et surtout la question de l'ouverture de cette zone à l'urbanisation, ce qui n'était pas le cas dans la première délibération qui avait été prise. Donc vous avez trouvé joint au dossier notamment l'avis qui a été donné au titre du SCOT par le PSU toulousain et qui permet aussi de mettre un petit peu plus en avant des questions d'utilité de cette extension et notamment qu'elle était compatible avec toutes les prescriptions du SCOT et le positionnement de cette zone d'activité économique. Donc on a un avis favorable du PSU toulousain. On joindra au dossier un courrier qui est arrivé entre-temps, mais qu'on n'avait pas eu pour
en version papier du moins pour le conseil municipal, qui est effectivement un courrier de la communauté de communes qui détaille ses besoins en termes économiques et qui va permettre d'étayer le dossier. Donc pour rappel, ce dossier a fait l'objet d'une demande des réals d'examen au cas par cas pour voir si on avait besoin d'une évaluation environnementale. Cette demande étant revenue négative, à savoir qu'on n'a pas besoin de cette évaluation environnementale, on va pouvoir donc enfin lancer la procédure d'enquête publique, et ce qui va nous permettre donc de pouvoir en début d'année prochaine approuver définitivement cette modification du PLU. Pas de questions? Je me vois donc, qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité. Alors il n'y a pas de questions ici. Je vous dois une information. D'abord, la navette, je ne sais pas si c'est parti aujourd'hui ou courrier. On a eu la navette est arrivée, la navette publicitaire, donc il y aura une migration d'ici mois, le midi à 18h. Alors, Joël, t'as pas envoyé une question sur la médiathèque? Je n'avais pas compris si c'était une question. Ah ouais. Oui, c'était toi qui étais chargé de répondre. Oui, donc par rapport à la médiathèque, la question, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pense que le 3 décembre, il y a la journée du handicap, je crois. Et Joël Tessier demandait s'il y avait quelque chose de particulier qui était fait, et en particulier de mettre à la médiathèque des emplacements précis pour les handicapés. C'est une question qu'on a débattue il y a quelques mois déjà en interne à la médiathèque, et on a pensé que ce n'était pas très bien de sectoriser les prêts pour les handicapés. Donc tout ce qui concerne les handicapés sont dispatchés dans la médiathèque, au même titre que les autres documents. Par contre, les agents qui sont à la médiathèque sont complètement capables de répondre aux questions. Je crois que sur le site internet, il y a une partie des documents qui peuvent être accessibles aussi. Voilà. Alors, pour préciser, ça résonne. Pour préciser, en fait, c'était plutôt d'essayer de voir, à l'occasion du 3 décembre, la journée mondiale du handicap, de pouvoir justement la médiathèque le mettre en avant. De quoi, nous, avec des colistiers qui s'intéressent à cette problématique-là, de pouvoir rencontrer des personnes à la médiathèque, justement pour les aider à mettre en place quelque chose, pour utiliser justement le fait qu'il y ait la journée mondiale du handicap à cette époque. D'accord, donc on prend bien note, on essaiera de faire un effort pour communiquer par rapport à tout ce qui est mis à la disposition des handicapés. Et voire même, la question était bonne parce que ça nous a fait réfléchir pour l'avenir, et on va essayer d'avoir des subventions, je crois que c'est par rapport à, je ne sais pas quel organisme, une association pour le public empêché, on peut avoir des subventions, des livres en braille en particulier. On en a déjà, mais qui ont été prêtés, et les personnes malvoyantes sont ciblées, pardon pour le terme, par les agents, et donc peuvent avoir accès à ces documents. Par contre, ils ne sont pas mis directement à la disposition de la bibliothèque. Mais on envisage de faire un effort là-dessus. Et le 3 décembre aussi, donc c'est sur la journée du handicap, donc il y a les interventions dans les écoles, par exemple, par l'association Loisirs pour tous, qui fait une intervention ce jour-là. Alors, je n'avais pas fini sur la navette, qui m'a interrompu entre deux navettes. Pardon. Je m'engage donc en 2019, donc cette navette, vous savez qu'on avait une grande discussion parce qu'elle n'était pas accessible aux personnes en fauteuil, et donc on m'engage de mettre en service en 2019 une autre navette qui sera accessible aux personnes handicapées. Bien, ceci termine le conseil, et bonne soirée à tous.
Ça va.